INA Podcast. La radiodiffusion télévision belge, 3e programme, et l'Office de radiodiffusion télévision française France Culture présentent en coproduction Moby Dick d'Herman Melville, adaptation de Jean Thibaudot, avec Alain Cuny dans le rôle d'Akab et Jean Levray dans celui d'Ismaël. Jean-Roger Cossimon, Gérard Darieux, Gérard Dournel, Julien Guillaumard, les 4 marins. Pierre Assau, Henri Poirier, Jean Péméja, les 3 officiers. Doutasek, Medhondo, James Campbell, les 3 harponneurs. Avec Hervé Denis et Lucien Frégis dans le rôle du charpentier. Assieds-toi en sultan parmi les lunes de Saturne et considère en lui-même l'homme et lui seul. Et tu vois merveille, grandeur, détresse, mais sans changer de place. Regarde l'humanité au total. Et pour l'essentiel, tu ne vois plus qu'une foule de copies ou reproductions parfaitement superflues, de génération en génération, et en chaque génération. Malgré son humilité, et sans qu'il fût exemplaire de l'homme, le charpentier du Pécode était unique. Il n'était pas une copie. Et voilà la raison pourquoi il entre maintenant en scène. Comme tous les charpentiers de la marine, et plus spécialement ceux qui appartiennent à la flotte baleinière. Il était en somme un praticien toute main, habile aux nombreux travaux qui se rattachaient à son métier d'origine, la profession de charpentier étant chez lui le tronc, quasiment centenaire, à partir duquel avaient poussé ses autres branches d'activité, où le bois, plus ou moins, entrait en composition. Mais, cela étant dit, il faut ajouter que le charpentier du Pécode se montrait singulièrement efficace pour tout ce qu'il y avait d'un peu délicat à régler dans ces milliers de cas toujours exceptionnels et imprévisibles qui se présentent continuellement sur un grand navire dans le cours d'un voyage de 3 à 4 années sur des mers très lointaines et pas du tout civilisées. Ainsi, sans parler de sa compétence pour tout ce qui relevait de sa juridiction ordinaire, réparation de baleinières défoncées, etc., il était encore là pour toutes les besognes les plus contradictoires, certaines très sérieuses et d'autres parfaitement fantaisiste. Le charpentier coupait et ajustait des planches. Mais encore, il fabriquait très vite avec des baguettes proprement taillées dans de l'os de vraie baleine et avec de l'ivoire prélevé sur un cachalot, une cage somptueuse en forme de pagode, à l'attention d'un oiseau magnifique qui s'était perdu loin des côtes et avait échoué sur le pont où nous l'avions capturé. Ou encore, il concoctait une pommade pour soigner le rameur qui s'était luxé un poignet. Ou encore, pour faire plaisir à Stubb et sur ses indications, il décorait les rames de sa baleinière de belles étoiles, peintes en rouge vermillon. Et il perçait les oreilles au drôle qui s'était fait des boucles d'oreilles dans un os de requin. Et si un autre avait mal aux dents, il avait vite fait de l'inviter sans aucun ménagement à s'installer sur l'établi, la mâchoire bien prise et bien serrée dans l'étau le mieux approprié à la circonstance. Ah oui, vraiment, le charpentier du Pécode savait tout faire. Et il était prêt à toutes les éventualités. C'est-à-dire indifférent profondément à tout, et ne respectant rien ni personne. De son point de vue, les dents n'étaient jamais que de petits morceaux d'ivoire, et les hommes de la tête aux pieds, un matériau comme un autre, qu'on peut toujours arranger à la demande. Avec un savoir-faire aussi développé dans tous les sens, et une si grande et universelle habileté. Il n'était pourtant pas d'une intelligence remarquable. Même
Il n'était remarquable en rien, sinon par une sorte de stupidité, mais impersonnelle. Je dis bien impersonnelle, car cela se confondait avec l'univers matériel. Et il ne se distinguait pas en effet du monde visible, ce monde sans cesse en chantier à l'infini, et en même temps paisible, vous ignorant, même si vous allez creuser les fondations d'une cathédrale. Et chez lui, cette impassibilité faisait à moitié peur. Il semblait bien qu'elle enveloppât un manque de cœur absolu. Et pourtant, elle était de temps en temps bizarrement rompue par un humour d'un autre âge. Je dirais boiteux et antédiluvien, comme une toux d'asthmatique, auquel ne manquait une sorte d'esprit en grisaille, un peu semblable, j'imagine, à celui qui servait à tuer le temps pendant le quart de nuit aux vieilles barbes du gaillard d'avant de l'Arche de Noé. La grande scène où il tenait tous ses rôles sans relâche était son établi. Une longue table grossièrement taillée et très lourde, équipée d'une grande collection d'étaux en bois et en fer, et dans toutes les tailles. Sauf quand il y avait une affaire de baleine. Cet établi était solidement planté sur le pont, juste derrière les chaudières. Merde pour la lime et merde pour l'os. Ce qui devrait être tendre et dur, et ce qui devrait être dur et tendre. Ça pour toi, quand tu limes une mâchoire en forme de tibia. Voyons l'autre. Oui, maintenant, c'est mieux. Ah, mais cette poudre d'os. Elle ne me laisse pas parler. Sternutatoire. Leçon de charpente morte. Arbre vivant porte-poussière. Os vivant porte-poussière. Chirurgical. Attrape cette virole, toi, vieux. Dépêche. Rien à faire dans le genou, heureusement. Moins facile qu'un tibia. Dépêche. Facile, tibia. Mais manque de temps. Avec du temps que jambes très bien tournées dans les salons devant les dames. Mieux que les jambes en os de veau et peau d'un vu dans la boutique en ville. Parce qu'elles ont des maladies comme les vraies et il faut les soigner. Dépêche. Faut que je la voie pour la longueur. Ni trop court, ni trop long. Mais le voilà ou c'est un autre? Alors, fabricant d'hommes. Vous voilà bien, monsieur. Si le capitaine veut bien, je vais marquer la longueur. Laissez-moi mesurer, monsieur. Mesure. Mesure la jambe. Bien. Ce n'est pas la première fois. Et ton étau sert le diable, charpentier. Laisse-moi faire. Faites attention, monsieur. Vous Non. pouvez vous briser les os. J'aime une bonne poigne. Quelque chose qui tienne le coup dans le monde qui fuit, charpentier. Et que fait Prométhée? Le forgeron. Il forge la boucle pour tenir votre jambe, monsieur. C'est ce qu'il va faire. Bien. Vous êtes associés. Toi le squelette et lui le muscle. Mais quel feu! Et il faut le faire chauffer à blanc pour votre jambe, monsieur. Oui, charpentier. Et vois-tu, je comprends que le vieux grec Prométhée ait été forgeron. Lui, le fabricateur des hommes, et qu'il les ait animés par le feu. Car ce qui est fait par le feu appartient au feu. L'enfer est donc probable, charpentier. Mais que de suie. C'est avec ça, je pense, que le vieux grec a fait les Africains.
Quand il aura fini sa boucle, tu lui diras de faire des épaulettes. Une paire, en acier. Parce qu'il y a quelqu'un ici qui a quelque chose à porter de tout à fait écrasant. Monsieur? Oui, ce n'est pas assez. Et tant qu'il y est, je vais lui commander un homme entier à Prométhée, sur le modèle qui convient. 50 pieds de haut dans ses chaussettes. Et la poitrine d'après le tunnel sous la Tamise. Et les jambes avec les racines, et il ne bougera pas. Et des bras. Mais pas de cœur du tout. Un front d'airain. Et une bonne petite quantité de cervelle. De bonne qualité. Est-ce qu'il lui faut des yeux pour voir? Non, Charpentier, pas de ça. C'est une lucarne. En haut du crâne, vois-tu. Pour éclairer l'intérieur, voilà. Prends la commande, veux-tu? Et qu'est-ce qu'il dit? J'aimerais comprendre. Et qu'est-ce que je dois faire maintenant? Charpentier, tu parlais. Note bien. Je tiens à la lucarne. Elle manque. Il faut de la lumière dedans. Une lanterne. J'en ai deux, monsieur. 2 lanternes. Une suffit pour moi. Qu'est-ce que tu me mets ça? Ton attrape-voleur dans les yeux, Charpentier. C'est pire que 2 pistolets arrière. Mais je croyais, monsieur, que vous parliez au charpentier. Charpentier? Non. Beau métier. Beau métier. Tu aimerais mieux travailler l'argile. C'est malpropre, monsieur. C'est bon pour les terrassiers. Tu es un mécréant. Un mécréant. Mais qu'est-ce que tu as? Je fais de la poussière, monsieur. Alors, quand tu seras mort, ne va pas te faire enterrer sous le nez des vivants. Oh non, oh non. Regarde, Charpentier, regarde. Je pense que tu te prends pour un bon ouvrier qui connaît bien son ouvrage. Écoute, ce qui serait bien, c'est si quand j'aurai mis ta jambe, je sens une autre jambe juste à la même place, comprends-tu? Je veux dire ma vieille jambe, le vieux paquet de chair et de sang autour de l'os. Je vois, monsieur. Je vois. Je commence à voir. Est-ce qu'il est vrai, monsieur, qu'on ne perd pas tout à fait ce qu'on perd et que ça fait mal quelquefois, même où il n'y a plus rien? Oui. C'est une énigme, Charpentier. Oui. Je dirais une drôle de question, monsieur. Écoute-moi, dis-moi, sais-tu bien si une chose entière, vivante et pensante, n'est pas là, invisible et inattaquable, précisément où tu es, où tu te tiens maintenant, là, malgré toi, où tu es, et dans tes heures les plus solitaires quand tu es seul, tu n'as pas peur des espions. Tu penses que personne ne t'écoute. Ne dis rien. Écoute-moi. Si moi, ma jambe écrasée et coupée me lance toujours, si elle me lance jusqu'aux orteils quelquefois, malgré qu'elle soit depuis longtemps décomposée et dissoute, alors, pourquoi ne sentirait-on pas éternellement les tortures de l'enfer plus tard, même si le corps n'y est pas, hein? Seigneur, monsieur, si c'est comme vous dites, je vais refaire mes comptes. Car j'entraîne depuis le temps, monsieur. Combien de temps encore? 1 heure, monsieur. Alors travaille. Tu me l'apporteras. Travaille! La vie. Et me voilà fier comme un dieu grec. Et débiteur de cette bûche pour un os, pour tenir debout. Maudit. Le mortel, mutuel endettement sans fin entre les hommes. La fin. Je voudrais, oui, être libre, comme l'air.
crédit sur tous les livres de contes de la création. Je suis tellement riche. J'aurais pu pousser les enchères contre les prétoriens dans le partage de l'Empire de Rome quand il couvrait le monde d'un bout à l'autre. Langue, fanfaronne, dette charnelle, ciel. Je veux. Il me faut un creuset, et moi dedans, me dissolvant, pour être, enfin, un bel abrégé miniature de vertèbres. Bien. Stob le connaît mieux que les autres. Et Stob dit toujours qu'il n'est pas normal. C'est ce qu'il dit. Normal, pas normal, c'est suffisant. Pas normal, dit Stob. Pas normal. Oui, c'est ce qu'il dit toujours à Monsieur Starbuck, monsieur. Pas normal. Vraiment pas normal. Voilà la jambe. Oui, maintenant que j'y pense, c'est elle sa compagne de lit. Comme femme, un bâton d'os de mâchoire de baleine. Et voilà sa jambe. Sur ça qu'il tient debout. Et qu'est-ce qu'il disait de deux jambes à la même place? Et ce qu'il disait de l'enfer? Pas étonnant qu'il me regarde de haut. Je suis un drôle de penseur, quelquefois, disent-ils. Et par hasard. Alors, un petit corps un peu court comme moi, un corps comme le mien, n'a pas à fréquenter les capitaines, héros en eau profonde. L'eau au menton, alors. Et où le canotte? Voilà sa jambe. Jambe de héron. Longue et mince. Vraiment. Presque tout le monde se suffit de deux jambes pour la vie. C'est qu'ils s'en servent doucement, comme la vieille dame au bon cœur fait conduire pour elle son bon vieux cocher. Et Akab, drôle de cheval. Il a déjà mis une de ses jambes à mort, il l'a crevée, et l'autre qui est vivant, dans quel état? Et maintenant il use les jambes qu'on lui fait en os, jusqu'à la corde, en vitesse. Et dépêche! Il faut finir avant que l'homme ou l'ange à la trompette sonne le rassemblement de toutes les jambes vivantes et mortes, artificielles incluses. Hé, dépêche! Belle jambe, toute limée, comme vraie, vivante. Demain, il sera dessus. Il pourra tout escalader. Et la giselle, Dieu, il faut finir. Lime. Passe au papier de verre, vieux. Le lendemain matin, l'équipage pompait, selon l'usage. C'est-à-dire que quand nous avons beaucoup d'huile dans les barriques, dans la cale, 2 fois la semaine, on arrose les barriques avec de l'eau de mer. Et un peu plus tard, on pompe toute cette eau. Et de cette façon, les barriques sont gonflées d'humidité, elles sont mieux étanches. Et puis quand on pompe, s'il y a de l'huile dans l'eau, cela signifie qu'il faut rechercher la fuite. Et ce matin-là, il y avait beaucoup d'huile qui remontait avec l'eau. Et Starbuck descendit à la cabine pour rendre compte. À ce moment-là, naviguant plein nordais, le Péquod approchait de Formose et des îles Bachis, pour passer de la mer de Chine dans le Pacifique. Akab, quand Starbuck entra dans la cabine, Akab consultait 2 cartes. Premièrement, la carte générale des archipels extrême-orientaux, et deuxièmement, la carte particulière des côtes est des îles japonaises, dénommées Hondo, Matsumae et Shikoke. La belle jambe toute blanche et toute neuve était appuyée contre la table. Qui est là?
Sur le pont. Allez! Non, capitaine Lacab, vous vous trompez, c'est moi. Il y a une fuite d'huile dans la cale, monsieur. Il faut voir. Comment? Ouvrir la cale? Maintenant que nous sommes tout près du Japon? Nous arrêter ici 8 jours pour arranger des cerceaux de barriques? Oui, monsieur, faire ça. Ou alors perdre en un jour ce que nous avons gagné en un an. Ce que nous avons mis 20 000 milles à chercher vaut la peine qu'on le sauve, monsieur. Tu as raison, Starbuck. 20 000 milles. Il faut la voir maintenant, Starbuck. Je parlais de l'huile dans la cale, monsieur. Non. Moi, je n'en parlais pas, je n'y pensais pas, Starbuck. Allez, laissez-la fuir. Moi-même, tu vois, je fuis de partout, tout fuit. Et fuite de fuite, de fuite. Les barriques fuient sur un bateau qui fuit. Mais moi, pour moi, vois-tu, moi je ne m'arrête pas, non, Starbuck, non. Que diront les propriétaires, monsieur? Ce qu'ils voudront. Ils peuvent, sur la plage de Nantucket, hurler comme des typhons. Ils peuvent hurler, propriétaire. Ah, tu penses trop à cela, Starbuck. Et l'esprit. Je te dis, la chose appartient à celui qui la commande. Et c'est moi, mon esprit, qui commande sur ce navire. Allez, tu peux partir. Va-t'en! Capitaine Lacab. Capitaine Lacab. Un homme meilleur que je ne suis ne pourrait pas accepter ça d'un homme plus jeune que vous et plus heureux. Capitaine Lacab. Tu vas me critiquer maintenant? Au pont! Au pont! Bien. Vous m'avez outragé, mais ce n'est pas une insulte. Alors je ne vous dis pas de vous méfier de moi. Méfiez-vous de vous-même, Lacab. Dans la cabine, Lacab avait été jusqu'à menacer Starbuck d'un fusil pour qu'il remonte sur le pont. Mais lorsque Starbuck fut remonté et peu de temps après, se servant du fusil comme d'une canne, sans y penser, Lacab monta rejoindre Starbuck. Et il donna les ordres pour que le Pécode fût mis en panne. Et il ordonna qu'on ouvrît la cale. Pourquoi Lacab agissait-il ainsi? Peut-être par un réflexe d'honnêteté, ou encore prudemment, et il ne voulait pas être mal avec son premier officier. Les dernières barriques qu'on avait mises dans la cale étaient tout à fait normales. Il fallait donc chercher plus profond. La mer était calme, et on se mit alors à déballer toute la cale sur le pont. Et ainsi, on ramenait au jour, comme des taupes géantes, ces énormes barriques dérangées dans l'obscurité. Et on allait tellement au fond, et le fond du navire était si bien moisi et vermoulu, couvert de mousse et de mauvaises herbes, qu'à la fin on avait l'air de chercher là-dessous le plus vieux tonneau du monde, celui en somme qui aurait contenu la liste des passagers et le journal de bord du capitaine Noé. Plus un rouleau. Des affiches qui avaient été placardées à l'époque, sans succès, pour prévenir du déluge le vieux monde orgueilleux. Maintenant, le pont était tout encombré. Et en dessous, la cale presque vide résonnait, quand on y était, comme des catacombes. Et c'est en cette occasion et à ce moment-là que mon meilleur ami Queequeg le fétichiste attrapa une fièvre qui lui fit voir la mort de très près. Il faut dire que dans cette profession baleinière, il n'y a pas de sinécure. Le grade et le danger marchent ensemble. Tant qu'on n'est pas capitaine, plus on monte, plus le travail est dur. Nous, en notre qualité de harponneur, nous n'avons pas seulement à affronter en première ligne le cachalot vivant. Il fallait encore, quand il n'était plus vivant, travailler beaucoup sur le cadavre. Comme vous l'avez vu. Et finalement,
Descendre avec ce qui en restait dans les ténèbres de la cale et suer des journées entières dans cette cale à y mettre en place les grandes barriques. Hein? Pauvre Queequeg. Ce jour-là, quand le Pécode était comme à moitié éventré, en vous penchant par-dessus l'écoutille, vous l'auriez vu tout en bas, ou presque nu. N'ayant gardé qu'un caleçon de laine, il se tortillait dans cette mayonnaise, comme un lézard tacheté de vert au fond d'un puits. Et pour lui, le pauvre, ce fut bien en effet un puits. Et une chambre froide. Oh, c'est étrange. Suant comme il le faisait, il attrapa terriblement froid. D'où la fièvre. Et après plusieurs jours pénibles, l'obligation de garder le hamac juste dans l'antichambre de la mort. Et là, dans son hamac, dans les longues journées de fièvre par un dépérissement continu, il arriva à n'avoir plus sur lui que ses tatouages et les os. Il maigrissait sans cesse, mais ses yeux, par contre, ses yeux étaient de plus en plus grands et pleins d'une douceur et d'un éclat nouveau. Ses yeux, ce regard affectueux et profond quand il vous fixait du cœur de la maladie, ce regard témoignait encore merveilleusement de cette santé immortelle qui chez lui ne pouvait pas mourir, ni seulement faiblir. Ah, comme des ronds dans l'eau qui, de plus en plus larges, s'évanouissent. Ses yeux s'élargissaient comme les cercles de l'éternité. Au chevet de mon ami barbare agonisant, j'étais pris d'une peur qui n'a pas de nom. Et je voyais sur son visage d'étranges révélations, comme celles que connurent ceux-là qui assistèrent Zoroastre mourant. Pour tout ce qui est réellement merveilleux et terrible dans l'homme, rien n'a jamais été dit dans les livres. L'approche de la mort qui met tout à un même niveau marque chaque chose d'un sens dernier que seul celui qui reviendrait de la mort saurait dire. Ainsi, aucun Chaldéen ou Grec n'eut au moment de mourir des pensées plus hautes et plus sacrées que celles-là dont mystérieusement les ombres passaient sur le visage quand vous le regardiez de Queequeg. Queequeg, quand il demeurait étendu dans son hamac, tranquille, bercé dans son hamac, quand les vagues de la mer le berçaient gentiment pour le conduire enfin à son dernier sommeil, et que tout l'océan, mais invisiblement, le tirait vers le paradis là-haut qui lui était destiné. Pas un homme de l'équipage ne pensait qu'il en sortirait. Et quant à Queequeg en personne, ce qu'il augurait de tout ça, il le montra clairement quand il demanda une curieuse faveur. Un matin grisâtre, il appela un homme de quart, juste comme le jour venait. Et il lui prit la main. Et il lui raconta qu'il avait vu à Nantucket des canots dont on lui avait dit que c'était des cercueils pour les baleiniers qui mouraient dans l'île. Et parce que le bois ressemblait à certains bois sombres de Rokovoko.
et qu'aussi cette coutume de Nantucket lui avait rappelé celle de son île natale, où le guerrier mort, embaumé et couché dans sa pirogue. Bien. Celle-ci, au hasard des vagues, doit le conduire aux archipels célestes, parce qu'on croit à Rakovoko que les étoiles sont des îles, que plus loin que l'horizon, l'océan et le ciel se rejoignent dans un éclaboussement d'écume que les Yankees appellent voie lactée. Pour cela, plutôt que dans un sac, il voulait quitter le Pécode à bord d'un cercueil en forme de pirogue. Le charpentier fut l'artisan de cette dernière volonté. Sans demander d'explication, il pensa tout de suite à une petite quantité de bois sombre des îles Lacadées qu'il avait en réserve et qui ferait l'affaire. Puis, sa règle à mesurer à la main et un morceau de craie dans la poche, il gagna le gaillard d'avant et descendit au poste d'équipage. Et il prit les mesures, marquant ses repères sur le corps du malade chaque fois qu'il déplaçait sa règle. Et ensuite, revenu à son établi, sans attendre, il dessina dessus le plan de l'ouvrage avec les mesures exactes et il se mit au travail. Oui, quoi. Eh oui, pauvre vieux. Maintenant, il va bien falloir qu'il passe. Oui. Oui. Ouais. Et quand il eut fini, le charpentier mit le cercueil sur son épaule et il alla le livrer à son client. Et tous sur le bateau s'écartaient au passage. Et quand il l'eut déposé, Quéquec, du haut de son hamac, le regarda longuement. Parce que d'entre tous les mortels, quelques-uns des mourants sont les plus tyranniques. Et ainsi, Queequeg avait exigé, à la consternation générale, que le cercueil lui fût apporté. Et maintenant, du haut de son hamac, il jugeait du travail. Puis, il fit démancher le fer de son harpon, qu'on plaça où il le voulut, dans le cercueil. Et puis, on y rangea des biscuits et une bouteille d'eau douce. On disposa au pied du cercueil un petit sac d'un mélange de sciure de bois et de terre. Et à la tête, on roula un morceau de toile à voile pour servir d'oreiller. Ah, j'oubliais une rame de la baleinière de Starbuck sur le côté droit. Et cela fait, Quéquec obtint qu'on l'étendit dans le bois de son prochain dernier repos pour bien apprécier les qualités de l'installation. Et il resta là tout à fait immobile. Mais il fallut encore lui amener
Oyo, le petit dieu. Oyo. Oyo. Et enfin, les bras croisés sur la poitrine et Oyo dans ses bras, il fit placer le couvercle qu'il appelait l'écoutille. Ya, mayombe, bombe, mayombe. Et le couvercle se rabattit sur lui, et on ne vit plus que son visage calme. Et il dit dans sa langue, Rahmai, Rahmai, ce qui veut dire bien, très bien. Et alors, on le remit dans son hamac. Ya mayombe bombe. Mais, alors qu'apparemment tout était prêt pour sa mort, que l'essai du cercueil avait été conclu, Queequeg se rétablit. Très vite, la boîte du charpentier parut inutile. Et lorsque quelques-uns lui dirent leur surprise, il expliqua les motifs de sa guérison. Quand il avait approché du moment critique, il s'était rappelé qu'il avait un petit quelque chose à régler à terre. Et alors, il avait reporté à plus tard son décès, qui n'était plus pour l'instant possible. Alors, on lui demanda si pour lui la question de vivre ou de mourir était affaire de volonté et de bon plaisir personnel. Et il répondit que oui, en effet. En un mot, Queequeg pensait que si un homme voulait vivre, une maladie ne pouvait pas le tuer. Il fallait une baleine ou une tempête, ou n'importe quelle force de la nature violente, ingouvernable et inintelligente du même genre. Maintenant, il y a une différence sensible entre un sauvage et un civilisé. C'est qu'un civilisé tombé gravement malade peut avoir besoin de 6 mois de convalescence, tandis qu'un sauvage est à moitié guéri en un seul jour. Ainsi, mon cher Queequeg retrouva ses forces en peu de temps. Et enfin, après avoir passé quelques indolentes journées assis sur le cabestan, journées durant lesquelles il mangea du meilleur appétit, il se mit sur ses pieds brusquement, se dérouilla les bras et les jambes en quelques mouvements, bâilla. Puis, sautant dans sa baleinière suspendue et brandissant son harpon, il se déclara prêt pour le combat. D'une fantaisie féroce, il utilisa son cercueil comme coffre, y disposant bien en ordre tout ce qu'il avait pu sortir de son sac à vêtements. Puis, il occupa de nombreuses heures de loisir à sculpter le couvercle de toutes sortes de figures grotesques. Et il semblait en vérité recopier à sa manière les tatouages qui lui couvraient le corps. Or, ces tatouages étaient l'œuvre d'un ancien prophète et sorcier de Rokovoko, qui, par le moyen de ces hiéroglyphes, avait écrit sur son corps toute l'histoire de ce monde et de l'autre, et le mode d'emploi pour atteindre la vérité. Si bien que Queequeg était à lui seul une énigme à résoudre. Un merveilleux ouvrage en un seul livre. Mais ce qu'il y avait décrit là, lui-même l'ignorait, alors même que son cœur battait sous cette écriture. Tout ce savoir était donc destiné à pourrir, un jour ou l'autre, en même temps que le parchemin vivant sur quoi il était marqué, et à n'être jamais déchiffré. C'était le 12e épisode de Moby Dick d'Herman Melville, adaptation de Jean Thibaudot. Chef opérateur du son Jean Jusforg, collaboration technique Yann Parentoen, conseiller technique pour la navigation à voile Armel d'Ast-sur-Couffe.